Alors la chirurgie de l'épaule, j'ai cru comprendre que vous étiez un peu jeunes tous, c'est l'idée du congrès. C'est pas la chirurgie sur laquelle on se lance en premier en ALR, quoi. Déjà, c'est particulier, c'est le coût, c'est des chirurgies qui sont un peu plus lourdes, il y a une position opératoire qui est un peu particulière. Donc je pense que ce topo a toutes les raisons d'être. Donc on va parler d'anesthésie pour chirurgie de l'épaule, on va parler des particularités de la chirurgie de l'épaule. Et la première particularité, c'est les niveaux douloureux de la chirurgie de l'épaule qui sont énormes. Hein, on compare ça à une gastrectomie ou à une chirurgie thoracique, thoracotomie. Donc en fait, c'est une chirurgie orthopédique qui fait très 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 mal. Et donc, c'est une chirurgie qui a un potentiel d'analgésie à exploiter pour les régionalistes, pour l'anesthésie loco-régionale. Donc en fait, on a les consommations de morphine qui vont avec, c'est-à-dire que ça fait très mal, donc si vous ne faites pas d'ALR, ben vous allez consommer beaucoup de morphine, et donc vous allez avoir les effets secondaires de la morphine qui vont avec. Et on considère que sans ALR, 90% des patients vont avoir des niveaux douloureux qui sont incompatibles avec les critères de sortie en ambulatoire, c'est-à-dire une N inférieure à 4. 90%. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une épaule sans ALR, c'est une contre-indication à l'ambu. Pourtant, on voit beaucoup de patients sortir en ambu avec de la chirurgie de l'épaule. Pourquoi? Parce qu'on n'évalue pas les patients, en fait. Et on ne leur pose pas la question de savoir s'ils ont mal. Et l'appel du lendemain qui est fait par un infirmier, ça ne suffit pas toujours, d'où l'importance de vraiment évaluer nos patients. Ça ne dure pas que 24 heures, la douleur de la chirurgie de l'épaule, et on va le voir dans la discussion entre le cathéter et le bloc single shot. Il ne faut pas croire que parce qu'on a fait un bloc en injection unique, on a résolu le problème. Votre patient il va être très confortable pendant 24 heures, mais il va avoir un rebond douloureux qui est monstrueux, qui est équivalent à ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas eu du tout d'ALR, sauf qu'au lieu que ce soit à J1, c'est à J2. Et à J2, on a 90% des patients qui ont une N supérieure à 4. Encore un nouvel échec de la prise en charge du patient et interdisant la perspective ambulatoire. Ça, c'est une étude d'Ilfeld qu'il a fait en 2003, où il mettait des cathéters à tout le monde, certains avec du sérum fit, d'autres avec de la ropivacaïne. On voit que la ropivacaïne, ça marche bien. Hein. Vous voyez, juste pour vous montrer les scores douloureux, vous voyez qu'on est à J0, J1, on est entre 8 et 10. Donc c'est juste pour enfoncer le clou sur la chirurgie de l'épaule, ça fait mal. Et donc la consommation de morphine, pareil, elle est très très importante. Et les effets secondaires, nausées, sédation, prurite, troubles du sommeil, alors ça c'est plus lié à la douleur, mais aussi la morphine, ça gêne le sommeil lent profond, ça fait beaucoup de sommeil paradoxal. Bon, ok, alors ça, vous allez me dire, oui, mais c'est des données de 2003, à l'époque, l'arthroscopie de l'épaule, vu que vous êtes des experts de la chirurgie de l'épaule, vous m'auriez dit ça. L'arthroscopie de l'épaule, c'était pas très développé, aujourd'hui, les chirurgiens ne font plus mal, et puis c'est les premiers à nous le dire. Oui, mais maintenant, il y a l'arthroscopie, les patients n'ont plus mal, on fait plus les coiffes en open, on fait plus les bancartes en open, etc. C'est faux. En fait, les niveaux douloureux d'une chirurgie arthroscopique, c'est les mêmes qu'une chirurgie en open. Okay. Ça, il y a l'étude de Frederickson qui le montre sur la consommation de tramadol. Vous voyez qu'entre le bloc en injection unique et le bloc en continu, vous avez un bénéfice du continu, y compris dans la chirurgie arthroscopique qui est censée faire mal que 24 heures. Donc en fait, la chirurgie arthroscopique, ça fait mal plus que 24 heures, c'est comme de la chirurgie open. Donc n'espérez pas vous en sortir avec ça. Pourquoi c'est embêtant de faire de la morphine? Comme aux États-Unis, on a une crise des opiacés, on ne se l'avoue pas. Ça fait moins de bruit, mais elle existe aussi. Ça, c'est les données européennes des consommations d'opiacés prescrits par les médecins. On n'est pas sur les toxicomanes, on est juste sur la consommation d'opiacés prescrits. C'est l'Europe. Hein, et vous voyez l'oxycodone qui a explosé ces 20 dernières années. Donc on a le même problème. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est l'Europe. Nous, dans l'Europe, on est quand même au top et on fait certainement mieux. Eh bien, en France, ces 15 dernières années, la consommation d'oxycodone a été multipliée par 10. Okay. Le nombre d'hospitalisations pour des intoxications accidentelles sur des médicaments opiacés prescrits, c'est plus 128%, c'est-à-dire que c'est fois 2,3. Et les décès par overdose, c'est plus 161%, vous imaginez? C'est monstrueux. Et ça, c'est de notre faute, parce qu'on est les médecins de la douleur périopératoire. On est ceux qui prescrivons des opiacés plutôt que de faire une ALR. Et donc, à chaque fois que vous vous laissez convaincre par un chirurgien de ne pas faire d'ALR dans une indication chirurgicale, alors là, c'est l'exemple de la chirurgie de l'épaule, mais c'est vrai aussi pour la chirurgie du genou, pour la chirurgie de la hanche ou autre, et vous allez vous retrouver avec les effets indésirables des opioïdes et avec les risques d'addiction. Alors ça, c'est un papier américain, mais au final, peu importe, ce n'est pas de l'épidémiologie, c'est juste ce que ça entraîne, une consommation d'opiacés. C'est-à-dire que quand vous prescrivez de l'oxycodone en post-opératoire d'un patient, vous avez une augmentation de 44% du risque d'addiction aux opiacés. Logique, vous l'exposez à un médicament toxicomanogène.
Bref, c'était une petite interlude sur les opioïdes par rapport à l'ALR, parce que je pense que s'il y a bien un profil de chirurgie qui parle très fort sur cette thématique-là, c'est la chirurgie de l'épaule. Alors on va parler de l'innervation de l'épaule. L'innervation de l'épaule, c'est chiant. Alors, on va commencer par un truc rigolo. Voilà. Dans notre centre, on fait de la chirurgie de l'épaule éveillée. C'est-à-dire que nos patients ne dorment pas. Donc là, c'est un patient qui avait un masque à haute concentration parce que l'anesthésiste qui a fait, mon associé qui a fait la vidéo, il se chie un peu, mais en fait, ça marchait nickel. Il se voyait déjà l'intubé avec l'AirTrack à l'envers, en position assise, avec le chirurgien qui hurle à côté. Bon, en fait, c'est un patient qui se fait opérer d'une chirurgie arthroscopique de la coiffe sous ALR pur. Alors autant c'est assez intuitif de se dire on va opérer un poignet sous ALR pur, on va opérer une cheville sous ALR pur. Opérer une épaule, on est quand même proche du tronc et ça ne nous vient pas à l'idée d'opérer une chirurgie thoracique avec un bloc paravertébral seul. Okay, c'est juste à côté, il n'y a pas beaucoup de décalage. Alors pour ça, pour pouvoir arriver à faire ça, c'est pas compliqué du tout, et à la fin du topo, j'espère que vous saurez le faire, il faut juste comprendre l'innervation. Alors déjà, il faut faire le deuil du bloc moteur pendant la chirurgie. Donc ça, il faut que votre chirurgien il soit au courant et il soit d'accord. C'est-à-dire que vous n'obtiendrez pas une paralysie totale de l'épaule. Vous allez garder le trapèze, vous allez garder le petit rond, vous allez garder différentes motricités. Il faut que le patient le sache aussi. Il va y avoir une proprioception au niveau de la position des tendons, des muscles. Il va sentir des muscles s'étirer et autres. C'est pas douloureux, mais c'est vrai pour les autres ALR aussi. Souvent, quand on fait de la chirurgie, par exemple du tendon d'Achille, quand on réduit le claquage de l'Achille, le patient sent que son muscle s'étire. C'est pas douloureux pour autant. À partir du moment où vous l'avez informé et où il ne croit pas que c'est un échec de l'ALR et que ça annonce des douleurs. Donc là, je vous ai parlé de la systématisation, etc., des plans superficiels, etc. En gros, le seul message à retenir de cette diapo, c'est ça. L'innervation sensitive, ça nous intéresse un peu plus. Alors on va commencer par le territoire cutané. Il y a le nerf supraclaviculaire, mais on va voir une diapo là, et il y a le nerf axillaire. Et vous voyez ici la systématisation. En gros, le nerf axillaire, c'est la sensibilité du moignon de l'épaule, et le nerf supraclaviculaire, c'est comme une serviette qui serait posée sur l'épaule, d'avant en arrière. Donc ça, c'est la sensibilité cutanée. Le nerf supraclaviculaire va aussi avoir des afférences profondes, mais on le verra plus tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un bloc interscalénique qui couvre à peu près ces territoires, vous n'allez pas couvrir certains orifices de trocar qui peuvent se voir avec de la chirurgie arthroscopique, où on va dépasser le sillon deltopectoral. Ben là, il faudra faire juste une infiltration cutanée pour la perforation de ce trocar-là. Vous pouvez aussi faire un paravertébral, vous pouvez faire un serratus, vous pouvez faire un intercostobrachial, mais c'est des blocs qui n'ont aucune valeur ajoutée sur l'analgésie post-opératoire, et c'est des blocs qui sont plus douloureux qu'une infiltration cutanée pour passer un trocar. Donc quelle est la valeur ajoutée de faire un bloc périnerveux là-dessus? Aucun, en fait. Donc on se contente juste de dire au chirurgien, si tu peux tester, parce qu'on ne sait jamais où il va mettre ses trocars. S'il y a des chirurgiens qui font des abords un peu exotiques, etc. Pourquoi? Parce que la chirurgie de l'épaule, c'est la chirurgie la plus pourvoyeuse de neuropathie liée au chirurgien. On est à 4%. 4%. L'anesthésie loco-régionale, vous savez combien c'est le taux de neuropathie? 0,0. Alors moi, je préfère dire 1 sur 33 000. Depuis l'avènement de l'échographie, c'est 1 pour 33 000. À l'époque de l'étude d'Auroy sur la morbidité anesthésique, on était à 1 pour 12 000 avant l'échographie. Bon, 1 pour 33 000, c'est négligeable. Donc quand un chirurgien vous dit « je ne veux pas d'ALR sur ma chirurgie de l'épaule », ça donne des neuropathies. Tu dis « écoute, toi, tu es à 4%, moi, je suis à 1 pour 30 000 ». Ok, l'innervation sensitive, on en parle, je vais vous la simplifier beaucoup. On s'adapte, voilà. Donc en gros, on fait un bloc interscalénique essentiellement pour couvrir le nerf suprascapulaire et le nerf axillaire. Ça va avoir un impact, ça va avoir un intérêt quand on va chercher à faire du blocage sélectif de l'épaule. Donc en gros, quand vous faites le bloc interscalénique, vous obtenez ce bloc, parce qu'un bloc interscalénique, c'est un bloc qui va bloquer les racines C5, C6, C7. C8, ça ne marche pas très bien, mais de toute manière, C8, c'est la partie basse ici, c'est le creux axillaire, mais ce n'est pas la partie superficielle. Donc on est bien là-dessus, on épargne C8. D'ailleurs, souvent après un bloc interscalénique, les patients conservent la sensibilité du petit doigt. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est normal. Donc avec ce bloc interscalénique, on va obtenir une analgésie suffisante, et puis pour faire aussi de la locorège en éveillé pur.
Alors, j'ai essayé de vous présenter le topo sur les blocs sélectifs versus le bloc interscalénique et le caté interscalénique, parce que je pense que c'est le hot topic en ce moment. Les bis, on sait tout ce que c'est, mais je vais en reparler quand même, et on va surtout aborder les blocs sélectifs. Alors, je l'ai appelé bloc complet, parce que c'est un bloc qui est assez large. On fait juste une injection et on obtient une chirurgie éveillée ou alors une analgésie correcte en post-opératoire. Il y a plusieurs façons de faire un bloc interscalénique. On peut faire un abord postérieur, on peut faire un abord latéral ou on peut faire un abord latéral modifié. Vous pouvez le faire dans le plan, hors du plan. Je ne sais pas si c'est tout à fait le propos de la présentation. On va le voir en atelier, ça, les différentes voies d'abord. Sachez juste que, personnellement, et je pense que c'est la voie qui est la plus pratiquée aujourd'hui, c'est l'abord latéral modifié, hors du plan, c'est-à-dire qu'on repère le sternocléidomastoïdien, les scalènes, la jugulaire externe sur le bord postérieur. Vous placez votre sonde ici et vous allez obtenir des images de blocs interscaléniques que vous connaissez, qui sont de ce type-là. Donc vous allez voir les racines, encore une fois on va le voir sur l'atelier. En gros ici c'est le trapèze, là c'est le scalène antérieur, là c'est le scalène moyen, là vous avez la racine C5, la racine C6, donc vous avez vu que c'était les racines qu'il fallait endormir. Et quand on fait de la dissection, on se rend compte que la racine C6 elle peut être très grosse et elle peut comprendre deux racines en fait en une. Et donc, il y a peut-être un signe que vous avez appris, qui est le stoplight sign. C'est quand on fait un bloc interscalénique, on recherchait le signe du feu rouge. Alors, si vous regardez ici, ça c'est le feu rouge, le feu orange, le feu vert. Et certains auteurs vous préconisaient de piquer entre C6 et C7, parce que c'est vraiment la systématisation nerveuse sensitive qu'on cherche à bloquer dans la chirurgie de l'épaule. Le problème, si vous faites ça, vous avez un risque de tomber sur une racine de C6 bifide et donc d'avoir une injection intraneurale. Donc en gros, on ne cherche pas à injecter entre C6 et C7, on cherche à injecter entre C5 et C6 et vous n'aurez jamais de soucis. Alors comment on identifie C5, C6, etc. On va le voir tout à l'heure avec l'atelier, c'est sur les apophyses transverses et sur l'émergence des racines par rapport à la bifurcation carotidienne. On est sur le bloc interscalénique, donc certains vont me dire oui, mais tu parles du cathéter, mais le bloc interscalénique, si on met de la dexaméthasone, on va prolonger la durée du bloc, et comme par magie, ça va s'arrêter pile quand le patient n'a plus mal. La dexaméthasone, ça n'a pas de bénéfice, hein, on le sait, ça va prolonger de quelques minutes, allez, 20%, la durée du bloc, mais ça ne va pas bridger jusqu'à 24 heures. Ça, c'est une étude des Toulousains, de Philippe Marty, Olivier Rontes, qui montre qu'en fait, quand on compare périneural et intraveineux, il n'y a pas de différence. Donc déjà, la périneurale, vous oubliez. Pourquoi? Parce que c'est neurotoxique. Donc pas de bénéfice, mais neurotoxique, vous avez tout perdu. Si vous la faites, faites-la en intraveineux. Ça vaut le coup parce que c'est antiémétique. C'est toujours ça de prix. C'est aussi un anti-inflammatoire, hein, c'est un corticoïde. Donc il y a même certaines équipes qui, sur la chirurgie de la hanche, font des fortes doses de dexaméthasone. Ça, c'est encore un autre débat. Moi, je vous parle de 8 mg IV. En gros, vous aurez le bénéfice maximum, mais vous aurez quand même les premières demandes d'analgésie qui commencent 12 heures après la chirurgie. Et on a vu que jusqu'à J2, J3, J4, ça fait mal une chirurgie de l'épaule, donc ça ne suffit pas. Pourtant, on sait que ce qui compte pour le risque de chronicisation douloureuse, c'est à la fois l'intensité de la douleur des 24 premières heures, mais c'est aussi la douleur des 4 premiers jours. Okay, très belle étude de Peters dans Annals of Surgery, on voit que c'est la douleur des 4 premiers jours qui va être un facteur de risque de chronicisation douloureuse. Donc si vous vous arrêtez à 24 heures, ça ne suffit pas. Et bien donc, parlons du cathéter interscalénique. Alors ça permet bien sûr de prolonger l'efficacité du bis, ça permet d'éviter la toxicité des adjuvants, parce que les adjuvants sont toxiques. Dès que vous rajoutez une molécule dans l'espace périneural, vous augmentez la toxicité. Et puis ça permet aussi d'avoir une adaptabilité à la douleur que ne permet pas un bloc en injection unique. C'est-à-dire que si vous faites un bloc en injection unique, vous allez faire 10, 15, 20 millilitres d'anesthésiques locaux. C'est-à-dire que vous allez avoir un overshoot anesthésique, analgésique, inutile. C'est-à-dire que vous allez vous prendre un bloc du plexus cervical intermédiaire, vous allez avoir un Claude Bernard Horner, vous allez avoir une voie rauque parce que vous avez une paralysie récurrentielle, etc. Tout ça parce que vous cherchez à gagner quelques minutes. Mais quand on fait un cathéter interscalénique, nous, dans notre équipe, on fait 5 cc de lidocaïne à 1% sur le priming. Ça dure 40 minutes. En salle de réveil, le patient n'a plus du tout de bloc, mais on commence la ropivacaïne à 2 mg par millilitre à 2 ml/h. Et donc, on a un effet analgésique en limitant au maximum le bloc moteur et puis les effets indésirables de l'anesthésie à haut volume, surtout dans la région cervicale, qui est une région critique.
Alors, ça, c'est une étude qu'on vient de sortir cet été, où on a pris toutes les chirurgies orthopédiques hors prothèse, c'est-à-dire hors prothèse d'épaule, hors prothèse de genou. Donc des chirurgies qui sont réputées mineures ou modérées, et dans lesquelles, justement, le bénéfice du cathéter est remis en question. Et on ne s'est pas contenté de faire que de l'épaule, on a fait aussi du genou, de la cheville, du poignet, bref, mais il y avait quand même beaucoup d'épaules, parce que c'est une bonne indication du cathéter, donc il y a eu un recrutement important de chirurgie d'épaule. Et on voit qu'en fait, les douleurs moyennes et les douleurs maximum, elles étaient très différentes entre le groupe injection unique et le groupe cathéter. Pas à J0. Quand il y a des études qui vous montrent qu'à J0, il y a déjà une différence, il faut se poser la question comment ont été faits les blocs. Là, vous voyez qu'on est à 2 de médiane sur le cathéter et on est à 5 sur l'injection unique D, J1, J2. Il y a eu 4 déplacements de cathéter sans conséquence. On dit souvent que le cathéter, ça bouge, etc., que c'est pas terrible. En fait, il y a 1% de taux de déplacement, c'est pas fou. Hein. Il y a 99% du temps où ça marche bien. Et puis sur la consommation de morphine, vous voyez, l'épargne morphinique, on est presque à 40 mg sur 72 heures, ce qui est monstrueux. Et des effets indésirables plus faibles. Il n'y avait pas d'impact sur la récupération, il y avait un meilleur vécu, avec une vraie échelle de vécu. Bon, je passe un peu vite parce qu'on n'est plus sur de la LR. Tout ça, ça va dans le sens d'une méta-analyse de Vorobeshik en 2018 qui disait déjà que le cathéter interscalénique, c'était meilleur que le bloc interscalénique. Okay, on est sur de la méta-analyse, on est sur un niveau de preuve élevé. Il y a beaucoup d'études prospectives randomisées, etc. Donc en gros, si vous faites une ALR de l'épaule, faites plutôt un cathéter. Sauf pour certaines chirurgies, mais je vais reprendre toutes les indications à la fin. C'est-à-dire vraiment les chirurgies faibles. Là, vous voyez que le bénéfice, ça va jusqu'à 72 ans, mais ça peut aller encore plus loin. Alors, quand on ne veut pas faire de bloc interscalénique, on va faire des blocs sélectifs. Alors, de la même façon, on pourra en parler aussi, qu'on peut parfois préférer un bloc du canal des adducteurs par rapport à un bloc du nerf fémoral. En gros, c'est un peu le même principe, sauf que cette fois, ce n'est pas la mobilité quadricipitale qui est concernée, c'est la fonction diaphragmatique. Et que comme pour le canal des adducteurs, ça marche moins bien que le cathé fémoral. Et bien, les blocs sélectifs, c'est un peu moins bon sur l'analgésie que le bloc interscalénique. C'est un peu plus difficile à réaliser aussi. Alors, on a vu que les 2 contingents nerveux principaux pour l'innervation de l'épaule, c'était le nerf suprascapulaire et le nerf axillaire. On va commencer par le nerf suprascapulaire. Vous voyez ici, c'est une omoplate vue postérieure avec l'épine de la scapula. Et vous voyez qu'il y a l'artère suprascapulaire et le nerf suprascapulaire qui cheminent au niveau de la fossette supraépineuse. Alors, en pratique, en échographie, je peux décaler un petit peu, vous posez la sonde ici. Alors, quand vous avez un patient comme ça, c'est plutôt facile. Si vous avez un patient qui est plus gras, c'est plus compliqué parce que vous voyez, on a pas mal de profondeur. On est quasiment à 4 cm de profondeur. Donc, ce n'est pas évident. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir l'artère suprascapulaire. Ça va flasher au Doppler. Il faut injecter à côté de l'artère. Si vous arrivez à injecter à côté de l'artère, c'est gagné. Mais c'est quand même en profondeur du trapèze et du supraépineux. C'est un bloc qui est un peu douloureux aussi. Voilà, vous avez ici l'artère qui chemine à côté du nerf. Alors le bloc suprascapulaire, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche un petit peu moins bien que le bloc interscalénique. Vous avez une R sous la courbe des niveaux douloureux qui est un peu plus faible. Et si vous voulez récupérer un niveau d'efficacité qui se rapproche du bloc interscalénique, il va falloir lui ajouter le bloc du nerf axillaire. On a vu que c'était ces 2 nerfs qui étaient importants, vous pouvez faire les 2. Donc le bloc du nerf axillaire, ça va être en postérieur du deltoïde, ici, et là vous allez avoir le deltoïde, le teres minor ou le sous-scapulaire, et vous allez avoir encore une fois une artère qui va vous simplifier la vie, c'est l'artère circonflexe. Vous injectez juste à côté et vous aurez une anesthésie du moignon de l'épaule. Ça peut être intéressant pour d'autres chirurgies aussi, le bloc du nerf axillaire, par exemple quand on a des lipomes de l'épaule ou autre. Moi, je fais un bloc du nerf axillaire plutôt que faire un interscalénique. Une fois qu'on connaît ces blocs, ils peuvent toujours servir. Je suis à la bourre? Oui. Okay. Donc quand on ajoute le suprascapulaire et l'axillaire, on a une efficacité qui commence vraiment à être comparable, mais on a plus d'échecs. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 blocs au lieu d'un, donc il y a les risques d'échecs qui sont multipliés par 2. Ok, on peut avoir un abord du suprascapulaire antérieur. On a vu qu'on avait un abord postérieur, on peut avoir un abord antérieur. Et à ce moment-là, voilà, on le verra en atelier aussi. On va passer un peu rapidement là-dessus.
Vous pouvez aussi faire un bloc supraclaviculaire, et ça peut être intéressant parce que vous allez avoir une diffusion un peu plus importante sur le contingent axillaire et le contingent sous-scapulaire, sans avoir à faire de bloc sélectif surajouté. C'est pourquoi le bloc du nerf supraclaviculaire a tendance à mieux fonctionner, mais il est un peu moins sélectif. Donc voilà comment on le fait. On se met au-dessus de la clavicule et on va rechercher l'artère sous-clavière. Ici, on va piquer juste au-dessus de la clavicule. Il y a plus de risque de pneumothorax. Il y a toujours une contrepartie. Donc on peut mettre des cathéters aussi au niveau supraclaviculaire. En gros, c'est un bloc, on se rapproche un peu de l'infraclave dans l'esprit, donc c'est un bloc qui a un délai d'installation qui est un peu plus long et qui nécessite un volume un peu plus important aussi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, ça ne va pas s'installer aussi vite qu'un bloc interscalénique. Alors, quelle différence entre complet et sélectif? En gros, si on compare les trois types de blocs, l'interscalénique, c'est la meilleure analgésie. Par contre, c'est là où il y a le plus de parésie diaphragmatique. Et le supraclaviculaire, vous êtes un peu moins performant, ça c'est les EVA, vous êtes un peu moins performant sur l'analgésie, mais vous épargnez un peu plus de fonction diaphragmatique. Et si vous passez sur de l'antérieur suprascapulaire, vous épargnez vraiment la fonction diaphragmatique et vous dégradez encore un peu plus l'analgésie. Donc à vous de placer le bloc là où vous voulez et puis à maîtriser une technique sélective si vous souhaitez. La consommation d'opioïdes, c'est pareil, hein, c'est assez rigolo. Hein. Alors, j'ai retiré la consommation intraopératoire parce que ça ne voulait rien dire. Et donc, on voit que ça marche mieux. Alors, savoir quand même que si on fait du bloc sélectif, on préserve la fonction diaphragmatique, mais si le patient a trop mal et qu'il se retrouve à consommer plus de morphine, vous allez avoir un impact sur la fonction diaphragmatique aussi, mais des deux poumons. Des patients qui vont hypoventiler, qui vont faire des atelectasies de décubitus parce qu'ils ne bougent plus, ils ont trop mal, ils ne vont pas aller chercher l'amplitude respiratoire comme s'ils n'avaient pas de douleur. Donc, ça, c'est des vieilles données, hein. On le sait depuis 30 ans que la morphine, ça gêne la fonction respiratoire. Donc, pensez-y à chaque fois que vous ne faites pas d'ALR ou vous faites un bloc sélectif, attention, si je me retrouve à faire de la morphine, j'ai tout perdu. En pratique, et pour conclure, on va réserver le bloc en injection unique avec de la dexaméthasone IV à l'acromioplastie simple, à la résection acromioclaviculaire simple, à la stabilisation simple de la clavicule. Vous voyez, c'est la chirurgie simple, la ténotomie simple du biceps et le Bankart, mais le Bankart sans remplissage. Si vous avez un Bankart avec remplissage, il faut faire du cathé interscalénique, pareil pour la butée, pareil pour la réparation de coiffe, et bien entendu pour la prothèse d'épaule, ça c'est sûr. Si vous avez un patient vulnérable à la douleur, il y a des patients qui ont des facteurs prédictifs de vulnérabilité à la douleur. Bon, là c'est l'étude d'Altos, mais en gros c'est le patient qui a des douleurs pré-op, qui consomme des morphiniques en pré-op, qui a une dépression ou quelque chose comme ça. Là vous allez plutôt mettre du cathéter interscalénique, même pour de la chirurgie mineure. Vous allez maximiser la prise en charge analgésique. Et si votre patient est insuffisant respiratoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre d'être amputé de 30% de sa fonction ventilatoire, dans ce cas-là, après consultation d'un pneumologue qui va attester sur des EFR qu'il ne peut pas être amputé de 30% sans compromettre son pronostic en post-op immédiat, vous allez choisir un bloc sélectif avec de la Dexa IV pour les indications classiques du bloc interscalénique. Et le cathéter, ça reste pareil, mais vous pouvez mettre un cathéter sélectif. Vous pouvez mettre un cathéter supraclaviculaire, ce que vous voulez. Et après consultation spécialisée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc le cathé interscalénique, ça reste le gold standard. On choisit les approches sélectives en cas de comorbidité. Et puis attention à la sensibilité cutanée si vous faites de la chirurgie éveillée pure. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci.